Bienvenue à tous. Une personne sur 20 s'est retrouvée sans logement au cours de sa vie, selon l'INSEE. Contrairement aux idées reçues, les sans-domicile ont souvent une famille. Alors comment élève-t-on un enfant quand on n'a pas de toit? Comment préserver l'équilibre familial? Quel accompagnement par les associations? Une journaliste et un photographe ont suivi pendant près de 2 ans 8 sans-domicile, dont les histoires sont retracées dans le livre « Papa, maman, la rue et moi. Quelle vie de famille pour les sans-domicile ». Avec nous, le photographe et éditeur du livre, Pascal Bachelet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous raconterez un petit peu ce que vous avez observé pendant près de 2 ans au quotidien auprès de ces familles. À vos côtés, Catherine Fassi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la maison d'accueil Églantine, qui accueille des femmes enceintes et avec enfants. Vous nous parlerez un petit peu de l'accompagnement de ces familles. Et puis enfin, Jean-Louis Bavoux nous a rejoint. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Vous nous apporterez, vous, votre regard sur cette question tout à l'heure. Mais tout de suite, un reportage. Sybille Delettre a suivi une jeune mère de famille et ses 2 enfants vivant en foyer. Écoutez son témoignage. Chérie, on se réveille? Tu vas brosser les dents? On fait vite, sinon on va être en retard. Cette phrase, Diarietou la prononce presque tous les matins. Dès le lever, cette jeune maman de 2 enfants emmène un train d'enfer, douche, petit déjeuner, puis départ à l'école à l'autre bout de Paris. Tout est parfaitement chronométré. Je les ai déposés à l'école, donc maintenant, moi, je vais au travail. Faute de logement, la famille vit dans un foyer du 9e arrondissement. Ils doivent faire 45 minutes de trajet chaque matin pour se rendre à l'école à l'autre bout de Paris. En arrivant dans le foyer, Diarietou a préféré laisser les enfants dans leur environnement pour ne pas trop les déstabiliser. J'ai pas envie qu'ils soient perturbés en échangeant d'école. Après, quand on va déménager encore, les changer d'école. Donc je préfère les garder à l'école où ils ont toujours été, pour l'instant. Je préfère rester dans la même école parce qu'il y a toutes mes copines là-bas. C'était important pour toi? Oui. Diarietou a toujours travaillé, mais ses revenus trop faibles ne lui permettent pas de louer un appartement. Aujourd'hui, elle attend qu'on lui attribue un logement social. Assumant seule ses enfants depuis toujours, elle ne veut pas que ces difficultés viennent les perturber. Oui, pour moi, c'est surtout de les préserver. Les préserver pour pas qu'ils vivent tout le stress. Parce qu'on est ici, quand même, on est entre 4 murs. On va faire ce que font les chevaliers, répond Coco. Et après, Mais non, c'est pas lui qui dit répond Coco. Heureusement, Diarietou peut compter sur un soutien sans faille de sa famille. Tous habitent dans le 13e arrondissement, tout près de l'école des enfants. Du coup, sa sœur et sa mère s'occupent d'Hamza et de Hendaye Soso le soir avant que Diarietou ne rentre du travail. C'est pour ça que j'ai pas voulu couper le pont avec la famille. J'ai toujours voulu garder ce lien qu'ils avaient avec la famille, quoi. Mais tout n'est pas si rose. Les journées chargées, la fatigue des enfants et la promiscuité, la jeune maman a parfois des coups de blues. Je me sens coupable des fois. Je me dis, je leur donne pas la vie qu'ils méritent. C'est de ma faute. Si, parfois, je me remets en question. Mais au fond, la famille est plus soudée que jamais. Au sein même du foyer, ils essaient de profiter des moments passés ensemble et mangent souvent dans leur coin pour garder une intimité nécessaire. Au contraire, on est encore plus soudés. On est encore plus soudés parce que on est entre nous, donc on essaye toujours de garder le lien encore. Le lien, moi je dirais que nos liens se sont encore plus renforcés. Depuis 11 ans, Diarietou attend qu'on lui attribue un logement social. Aidée par sa famille, suivie très régulièrement par son assistante sociale, elle espère que cette année, enfin, elle pourra avoir un appartement bien à elle. Alors Pascal Bachelet, vous avez rencontré cette jeune femme qu'on vient de voir dans le reportage? Je l'ai croisée à Créteil à l'occasion du reportage que l'on a fait et de David Lafraise que l'on a suivi et qui est présent dans l'ouvrage. Mais je ne connaissais pas réellement sa situation comme elle vient d'être décrite. Mais ça montre deux choses. Oui. C'est que voilà, cette personne vit dans un foyer, mais elle n'est pas sans famille, puisqu'elle dit qu'elle garde une relation à l'extérieur. Ouais. Et la deuxième chose, c'est la vie au sein d'un foyer avec ses enfants. Et tout l'impact que ça peut avoir sur cette vie de la cellule familiale intime. Dans un univers assez réduit, évidemment. Catherine Fassi, alors est-ce que beaucoup de familles vivent comme celle qu'on vient de voir, c'est-à-dire
en foyer pendant un certain temps, ça se prolonge avant de pouvoir éventuellement être logé. C'est le cas de la plupart de ces familles que vous voyez? La plupart des familles, oui, effectivement, la durée de séjour chez nous, c'est à peu près 2-3 ans. 2-3 ans, oui. 2-3 ans en foyer, en moyenne. Je pense que surtout ouais. les centres d'hébergement et de réinsertion. Donc ça, c'est... Il y a deux facettes. Soit ce sont des mamans. À Églantine, on accueille essentiellement des mamans qui sortent de maternité, enfin, des femmes enceintes ou des femmes qui sortent de maternité. Donc c'est pas tout à fait le même travail de ce qui est fait à Créteil. Ouais. Là, on les garde très très peu de temps, jusqu'aux 3 mois du bébé, pour pouvoir permettre à d'autres mères de rentrer dans la structure. D'accord. Donc sinon, c'est l'hôtel et sortant de maternité, c'est pas idéal, quoi. Et en quoi avoir un logement, c'est essentiel pour une vie de famille? Ça me paraît évident. Ouais. C'est vrai que ce qu'on peut leur offrir, c'est une pièce avec salle d'eau, mais choisir faire ses repas, choisir la nourriture, avoir un peu d'intimité. Là, les enfants qui étaient là étaient relativement grands. Nous, on a accueilli jusqu'à 18 ans. Ouais. Donc c'est impossible pour d'avoir une vie, de construire une vie réelle avec des grands et puis dans la promiscuité en fait. Sur 3 ans, enfin vivre dans une chambre d'hôtel avec 2 enfants, enfin grand comme une chambre d'hôtel. Avec 2 enfants pendant 2 ans, c'est inimaginable. Ouais. Mais qu'est-ce que ça a comme retombée justement familiale, cette situation-là, puisque vous le disiez, séjour moyen dans certains lieux 2-3 ans. Qu'est-ce que ça donne en termes de vie de famille? Je pense que il ne faut pas oublier que ce sont des lieux collectifs où les gens sont sous le regard de l'autre sans arrêt. Donc même par rapport à l'autorité parentale, c'est pas idéal. Donc quand vous dites l'autre, ce sont les éducateurs, les travailleurs sociaux, le personnel de service, tout le monde est là sous le regard. On est un peu sous surveillance. Ouais. Il y a un petit Big Brother, quoi. D'accord. Même si on fait très très attention pour que chacun ait sa place, la mère va pas avoir la même réaction que si elle était chez elle. Ouais. C'est vrai que par rapport à l'autorité parentale, c'est pas idéal. Les enfants se construisent pas du tout de la même manière. Je pense qu'il y a l'insertion, le fait qu'elles sont en difficulté, c'est sûr, et puis il y a aussi l'enfant qui est en train de se construire, l'adulte qu'on va faire, et là il y a quand même beaucoup de questions à se poser. Oui, c'est ça. Est-ce que certaines familles passent par la rue avant d'arriver chez vous? C'est extrêmement rare. Je pense qu'on a quand même un système en France qui fait que toute famille repérée à la rue, on arrive à l'héberger. Ils sont prioritaires pour être logés. Oui, c'est rarissime quand même. Moi, ça fait 10 ans que la structure est ouverte. On a dû avoir 1 ou 2 jeunes femmes enceintes réellement à la rue. Dès qu'elles sont repérées, elles sont à l'hôtel, en foyer. C'est quasiment impossible, quoi. Pascal Bachelard, comment est-ce que vous avez eu l'idée, l'envie de faire ce livre? C'est la rencontre avec Véronique Mougin, qui est journaliste et qui a fait plusieurs ouvrages sur cette thématique de la précarité. Et à l'occasion du centenaire du CASP, moi j'avais réalisé une série d'images. Le Centre d'Action Sociale Protestant, donc il nous a ouvert ses portes pour qu'on puisse mener ce travail. C'est ce centre qui gère un certain nombre de foyers 18 structures, si mes souvenirs sont bons, à Paris et en Ile-de-France. D'accord. Et alors, c'est quoi le but de cet ouvrage? Alors le but, c'est d'apporter un témoignage et puis une action peut-être un peu militante et de sortir un peu des préjugés que l'on peut avoir sur ces familles, enfin ces gens qui se retrouvent à la rue. À savoir que ce ne sont pas des gens qui, pour tous, contrairement à ce que l'on peut croire, ont choisi à un moment de vivre un peu en marge de la société. C'est que ces gens que l'on a rencontrés pourraient être vous et moi, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont eu à un moment de leur vie un accident, alors professionnel, personnel, et qui se sont retrouvés dans une situation d'extrême urgence. D'accord. Et qui, pour autant, n'étaient pas sans famille. Voilà, c'est ça aussi donc on a voulu montrer quel impact toute cette fragilité et cette notion de précarité pouvait avoir sur le lien familial. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer comment un enfant peut grandir. Alors Catherine l'a très bien dit, quel type de repère il peut se construire quand il n'a pas de maison à lui. Tout à fait. Et quand il a cette image, cette impression de vivre dans un foyer, et ses camarades lui rappellent quand ils savent que il n'a pas. C'est le cas de Jean qu'on a suivi pendant près d'1 an et demi et qui ne peut pas, compte tenu de
du fonctionnement de la structure, accueillir, recevoir ses copains de classe. Il ne le dit pas. Hein, il a voulu le cacher, malheureusement, un de ses copains l'a su, et pour lui, ça a été terrible, parce qu'il a été après montré du doigt à l'école comme étant voilà, le petit SDF, alors que c'est loin d'être le cas, puisqu'il est hébergé dans un foyer. Mais il y a encore cette image, quand bien même on vit en foyer, de l'enfant SDF et de la famille à la rue. Est-ce que l'enfant, justement, a tendance à vouloir dissimuler cette réalité-là à l'extérieur, à l'école? Pour les ados, c'est évident. C'est vrai qu'on a tous les ados envie d'accueillir les copains à la maison. Ils sont déjà, peuvent être reçus, eux, par d'autres copains, donc c'est une évidence. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué foyer, c'est Églantine, c'est une résidence, c'est un peu anonyme. On est dans le 17e arrondissement en plus, dans un quartier assez sympathique, donc c'est vrai que... et les gamins, en plus, à l'école, enfin ça marche bien, c'est des gamins qui ne se font pas du tout repérer à l'école. Ils sont dans les écoles environnantes? Oui, dans l'ensemble, oui, et ça se passe bien. École maternelle, primaire, ça va jusqu'au collège, au lycée, même dans les lycées, parce que rue Salneuve, c'est vers la rue Lévy, Métro-Villiers, il y a quand même de bons lycées, ils se font pas, enfin, ils suivent correctement, il n'y a pas de souci particulier. D'accord. Alors, Pascal Bachelet, comment les familles que vous avez suivies, 8 je crois, ont accepté votre projet, accepté de témoigner, de se livrer? Alors, on les a rencontrés, on leur a expliqué quel était le projet, et on leur a demandé s'ils étaient d'accord pour à la fois raconter leur histoire et aussi pour être suivis par un photographe pendant toute cette durée. Et que quelqu'un... Ça n'a pas dû être facile quand même, parce que c'est se dévoiler. Tout à fait. Donc il a fallu qu'il y ait un temps de rencontre, d'échange, on a fini par sympathiser avec toutes ces familles. À votre sens, les a intéressés dans cette démarche-là, et qu'est-ce qu'eux ont pu y voir comme intérêt La démarche personnel de témoignage, et puis de se dire que voilà, eux, en témoignant, pouvaient servir à d'autres familles. Et pouvaient permettre de dénoncer un peu cette... inégalité, parce que ce que montre le reportage, et ça c'est intéressant aussi, c'est que la plupart des familles que l'on a rencontrées travaillent, et que malgré cette activité professionnelle, sont des personnes qui n'ont pas accès à des logements décents ou à un chez eux. La dame que vous avez interviewée dit que ça fait 11 ans qu'elle attend un logement social. Et donc c'est aussi ça qui nous a interpellés, et que l'on a voulu quelque part mettre en image, parce que c'est important aussi de mettre une image sur tous ces gens, tous ces invisibles. C'est comme ça qu'on les a caractérisés dans le livre, tous ces invisibles. C'était important à un moment de leur donner un visage, et puis de montrer que leur quotidien est fait de petites et grandes choses, de moments de bonheur, de tristesse, de doute, et aussi de joie, parce qu'on a suivi des personnes qui sont allées jusqu'au relogement. Et on voit à quel point c'est une vraie renaissance pour elles. Et c'est souvent ça un petit peu leur attente. Tout à fait. Leur combat va dans ce sens, en fait. Le combat pour un logement, mais aussi le combat pour assurer le maintien de cette vie de famille, et pour assurer l'éducation des enfants, et faire en sorte que leurs enfants grandissent le mieux possible dans cet environnement un peu difficile, voire parfois hostile. Bien sûr. Catherine Fassi, justement, dans quel état psychologique les familles arrivent chez vous? Souvent, elles sont dans l'errance depuis un bon moment. D'accord. On va dire qu'elles sont assez explosées. C'est un peu la dernière étape, là, le foyer. Elles sont... Effectivement, elles ne sont pas isolées au sens où on peut l'imaginer, la famille est là. Donc, et souvent, elles ont fait le tour de tous les amis, toutes les familles. Après, et quand elles arrivent au foyer, elles se posent. Donc c'est vrai que souvent, on a la chance d'avoir de beaux locaux à Églantine. Donc elles sont contentes. Elles commencent à relever un peu, à aller un peu mieux. Et puis après, au bout de 6 mois, ça devient relativement insupportable. Parce qu'effectivement... on a 150 personnes qui sont hébergées à Églantine, 60 familles. Donc c'est vrai qu'il y a des règles. Et c'est comme un internat. Et un internat pour un adulte, c'est insupportable. C'est quel genre de règles vous avez établies? Les règles d'arriver à vivre ensemble. Les repas. Les repas sont collectifs? Les repas sont collectifs. La structure qu'on a, c'est une ancienne maison de retraite. Donc on n'a pas pu installer des cuisines dans les chambres. C'est vrai qu'on a le projet. On doit ouvrir une structure peut-être au mois d'avril, justement pour
pour que les mères puissent avoir un local, un appartement à elles. Donc dès qu'elles seront suffisamment... À peu près 70% des femmes qu'on accueille seraient tout à fait capables de vivre en appartement pour se débrouiller. Et au niveau des ressources, elles sont solvabilisées. L'APL, l'aide au logement, pour les aider à avoir accès au logement. Donc on a un tout petit pourcentage de mamans souvent jeunes. Là, c'est pas du tout le même profil. Les mères très jeunes ont beaucoup plus de difficultés. Elles sont poussées aussi par des foyers. C'est compliqué, là. Et 70% des femmes, elles pourraient tout à fait être en logement, gérer leur logement si elles en avaient un. Alors, quel accompagnement, à partir du moment où ces femmes arrivent chez vous, qu'est-ce qui se passe ? On les accueille, on les laisse se poser un petit peu. Pendant un mois à peu près, les travailleurs sociaux font le point, font une évaluation. Et puis après, on contractualise, c'est-à-dire un petit pas à chaque fois. Parfois, il y a des femmes qui sont, moi je les trouve extraordinaires. On a pas mal de femmes qui ont vécu des parcours difficiles dans le livre. Vous avez des témoignages qui sont assez difficiles quand même. Et au quotidien, dès qu'elles ont un espoir et qu'elles savent qu'elles sont posées quelque part, que le lendemain, elles savent où elles vont aller dormir, ça va, quoi. Ça stabilise. Complètement. Et c'est un moyen de se reconstruire aussi pour ces femmes-là ? Dans un premier temps, oui. Sur du long terme, non. Je pense que ça infantilise et c'est un effet inverse. Ça peut créer peut-être une espèce de dépendance vis-à-vis de nous qui n'est pas du tout souhaitable. Donc on a 2 assistantes sociales, 2 conseillères, une puéricultrice, des professionnels qui les accompagnent au quotidien. Et c'est pas toujours facile, quoi. D'accord. Et alors, donc vous avez combien de familles dans le foyer ? 60. Une soixantaine. Donc des mamans avec enfants ou enceintes. Pas de couple. Non, ça n'a pas été possible. Déjà, matériellement, il n'y a pas une grosse demande. Et alors là, vraiment, la collectivité avec des couples, ça me paraît complètement inenvisageable. Je pense que ça peut être que du foyer, des logements. Dans d'autres structures du CAP, ça existe. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe pour le père ? Enfin, si le père est encore là, les papas viennent voir leur... On a très peu de femmes qui sont en situation de couple encore. C'est pas... Mais sinon, puis elles ont la possibilité de partir le week-end. Elles vivent, quoi. Mais c'est vrai que la priorité... Nous, tout tourne autour de l'enfant et plutôt autour du tout petit. Donc ce sont souvent des femmes qui ont été abandonnées par le père. D'accord. Le profil de ces femmes, enfin s'il y en a un, il y en a peut-être plusieurs, mais disons, vous dites des femmes jeunes pour la plupart. Non. 30 ans d'âge moyen, très peu de jeunes femmes, très peu, essentiellement des migrantes d'Afrique de l'Ouest qui viennent à cause de la pauvreté, des filles de catégorie moyenne quand même d'Afrique et qui sont venues parce qu'il fallait faire vivre la famille au pays, donc on laissait souvent des enfants au pays. Et qui sont venus là pour élever les enfants qui sont restés au pays. Soit elles les font revenir, soit elles ont des petits. Je crois que là, je suis en plein rapport d'activité. Elles sont là en moyenne en France depuis 4-5 ans, pas plus. D'accord. C'est pas... En fonction des structures, c'est pas du tout la même population. De toute manière, ce sont des filles extraordinaires qui savent s'en sortir et qui sont costauds quand même. Une certaine force. Et qui ont un travail, pas toujours ? Pas toujours quand elles n'ont pas de papier. 80% sont régularisables, à peu près. Donc, et dès qu'elles ont des papiers, elles travaillent, mais sur des boulots. On a eu des médecins, on a eu des pharmaciens qui étaient obligés de faire des petits boulots parce qu'il fallait s'en sortir et qui travaillaient, qui s'occupaient des personnes âgées, garde d'enfants, ménage, avec des horaires pas possibles. Donc ça aussi. Pas de mode de garde sur nos structures, c'est extrêmement compliqué. Et même s'il y avait un mode de garde, dans la mesure où elles travaillent très tôt le matin, très tard le soir, ce sont vraiment des femmes qui sont en difficulté. Donc c'est la débrouille sans arrêt. C'est le système D. Toutes les mamans connaissent ça, on sait, mais là c'est encore particulier. Alors Pascale Bachelet, donc ces femmes que vous avez vues pendant une durée assez longue, qu'est-ce qui vous a marqué dans les différents témoignages que vous avez recueillis ? Alors, ce sont les parcours de vie, souvent, qui sont des parcours assez chaotiques et poignants, et c'est ce qu'on a voulu montrer avec Véronique Mougin. On parle beaucoup des femmes, mais il ne faut pas oublier que, et on en a parlé dans le livre, puisqu'on a suivi deux hommes, donc pères divorcés, accueillis dans des foyers, et qui ne peuvent malheureusement pas vivre avec leurs enfants, parce que les foyers, en l'occurrence, ne sont pas adaptés pour accueillir le père et les enfants. C'est notamment le cas de David Lafraisse, qui a 3
3 enfants, et le foyer dans lequel il est depuis 3 ans ne peut pas l'accueillir, lui, avec ses 3 enfants. Ou Bruno Dupont, qui est un ancien agent immobilier, qui a connu un revers de fortune, et qui a été hébergé pendant près de 6 mois dans un train, donc reconverti en centre d'hébergement, et qui ne pouvait pas accueillir sa fille, puisque le train en tant que tel n'est pas adapté pour pouvoir recevoir le week-end, pendant le temps de garde, sa fille. Qu'est-ce que ça donne, ça, dans les liens familiaux? Enfin, ça fragilise beaucoup dans les rapports. Comment ça se passe? Ils voient encore leurs enfants, ses pères? Oui, Bruno Dupont, il explique concrètement que moins il voit sa fille, plus il se sentait, puisque heureusement aujourd'hui sa situation est normalisée, on va dire. Plus le temps s'écoulait, plus il était, je dirais, distant de sa fille. Et moins il avait à lui mentir sur sa situation, parce qu'il a voulu, et c'est ce qui arrive aussi à une bonne partie de ces gens qui se retrouvent dans cette situation, cachés, parce que le regard de l'extérieur pèse aussi sur... Bien sûr. Voilà. Et puis il y a une notion de fierté, et on veut... Lui, en l'occurrence, par rapport à la vie qu'il a connue, ne voulait absolument pas qu'aujourd'hui on sache qu'il est dans cette situation. Alors, sur tout ce que vous avez fait sur ce travail d'enquête et sur cette question-là, donc de ces liens familiaux dans ces situations particulièrement difficiles, qu'est-ce que vous avez finalement observé? Est-ce que ces liens se renforcent, se fragilisent? On l'entendait dans le reportage, finalement, cette maman qui dit nous, ça nous soude face à l'adversité. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus, finalement? Est-ce que quand on grandit dans un foyer, est-ce qu'on est fragilisé d'entrer dans la vie ou pas forcément? Qu'est-ce que vous avez pu voir? Il y a la situation de cette maman qui vit avec ses enfants dans le foyer, et auquel cas, c'est vrai que la relation mère-enfant est renforcée de par la situation de promiscuité et de vie commune, mais je pense que ça a un impact direct sur l'éducation et la façon dont les enfants grandissent. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a les personnes qui vivent seules dans les foyers, et là, pour le coup, qui ont des rapports qui se distendent avec les membres de leur famille, que ce soit leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs. Les relations, petit à petit, se distendent. Alors que ces gens-là ont tous, au départ, c'est ce qu'on a vu dans le livre. Donc c'est leur situation qui les marginalise tout à fait. Et qui les met en retrait. Une dernière question, Catherine Fassinou, en tant que téléspectateur public, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces familles? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? De la tête, mais je pense que Pascal l'a fait sortir de la tête déjà l'image du SDF marginalisé. Je pense que ça, c'est capital. C'est vrai que arrêter de se dire que les gens sont différents, quoi. C'est la pauvreté qui fait que les gens sont là. Donc là, déjà changer son regard, ce serait capital. Maintenant, avoir des logements, le problème, c'est le logement sur Paris et ailleurs. C'est essentiellement ça. Je pense que ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, je ne sais pas bien. Ce qu'on peut faire, en tout cas, au quotidien, c'est ne plus regarder les gens de la même manière. Merci à tous les deux. Jean-Louis, je me tourne vers vous. Alors, je ne sais pas si vous êtes en contact avec des familles qui sont dans des situations précaires. Enfin, moi, je l'ai dit il y a très 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 longtemps, mais je suis frappé. J'ai été frappé par la phrase de la maman qui se sentait presque coupable, en gros, d'avoir eu des enfants parce qu'elle est pauvre et qu'elle ne peut pas les élever. C'est scandaleux. Je pense qu'une société doit permettre aux familles d'exister et donc doit permettre aux gens d'avoir des enfants et de pouvoir les élever. Et on parlait des histoires de logement. Mais, je vais peut-être être polémique, mais je ne comprends pas. Il y a des personnes qui ont des moyens et qui se voient attribuer des logements de la ville de Paris haut, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais sans trop de problèmes, et des personnes donc qui pourraient éventuellement payer quand même un loyer dans des logements normaux, et des personnes qui en ont vraiment besoin, mais c'est vital, parce qu'encore une fois, quand on sépare un enfant de son papa ou de sa maman, ou quand la famille est éclatée, c'est quand même préjudiciable pour tous. Et là, on n'a plus de logement, on n'a plus de... Il y a quand même un mystère, je pense. Alors au niveau de l'Église, je pense que les paroisses ne sont pas assez au courant
de la situation, je trouve. Parce qu'il y a déjà ce vieux réflexe de dire ils n'ont qu'à travailler, hein, ça aussi vous le disiez tout à l'heure, on voit quelqu'un dans la rue qui dans la main dit pourquoi il ne travaille pas, mais souvent il ne peut plus travailler, et ça c'est une idée à enlever de la tête des gens, la compassion, hein, comprendre que ça peut nous arriver, c'est important, et puis mieux informer les gens, parce que je pense que les gens ne sont pas assez conscients qu'il y a autant de familles comme ça qui vivent dans une précarité aussi importante. Merci Jean-Louis et merci à tous les deux d'être venus. Pascal Bachelet, je redonne le titre de votre livre « Papa, maman, la rue et moi ». On va le montrer. Quelle vie de famille pour les sans domicile que l'on peut trouver en librairie et qui est édité donc, par vous. Voilà. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas à le faire sur notre site ktotv.com. Je vous retrouve mercredi prochain. Très bonne semaine à tous. Au revoir.